Diagramme de diffusion, on va passer à la deuxième grande imagerie fonctionnelle que je vais vous présenter, c'est le diagramme de diffusion. Le principe de diffusion, c'est d'étudier les mouvements microscopiques des molécules d'eau avec comme objectif les tissus où les protons sont mobiles de ceux où les protons sont peu mobiles. Assez schématiquement, voici une structure purement liquidienne et les protons ne rencontrent aucun obstacle. On dit que la diffusion est libre. Dans un tissu normal, les protons rencontrent différents obstacles, notamment les cellules, et la diffusion est modérément restreinte. Et vous voyez bien, dans un tissu hypercellulaire, comme les tissus néoplasiques, les protons rencontrent plus d'obstacles et la diffusion est dite restreinte. Le principe de l'IRM de diffusion est assez simple. Vous rajoutez des gradients de part et d'autre de pulses de 180 degrés qui vont déphaser puis rephaser les protons des molécules d'eau et vous permettre de distinguer les protons mobiles de ceux immobiles. La pondération de la séquence en diffusion dépend du facteur B qui lui, en fonction de l'intensité et de la durée de gradient de diffusion que vous allez appliquer, plus la valeur de B augmente, plus le signal diminue. Et cette diminution de signal est proportionnelle au mouvement des molécules d'eau. Avec un signal diminué de manière importante, dans les régions où la diffusion est libre, où les molécules sont en mouvement, est un signal plus élevé qui diminue moins dans les régions où la diffusion est restreinte. Et on voit tout de suite l'intérêt de l'IRM de diffusion pour évaluer la réponse tumorale, puisque a priori les traitements vont faire diminuer la cellularité, donc augmenter la diffusion. Vous le savez également, quand on fait une analyse par une IRM de diffusion, on calcule la coefficient apparent de diffusion, et ce coefficient est calculé par fit mono exponentielle de la croissance de signal en fonction des valeurs de B. Assez simple. Ce coefficient d'atténuation correspond à la pente de décroissance de signal. Vous voyez bien, si le signal diminue beaucoup en cas de diffusion élevée, le coefficient d'atténuation de diffusion il sera élevé. En revanche, quand la diffusion est restreinte et que le signal diminue peu, la pente est faible. Le coefficient apparent de diffusion est bas. Juste un exemple de cartographie de coefficient d'atténuation de diffusion. Ici, une image purement kystique avec un coefficient d'atténuation de diffusion élevé. Ici, avec un coefficient d'atténuation de diffusion bas. Ce qui est important de savoir, c'est que le choix de valeur de P va influencer bien évidemment votre paramètre de coefficient d'atténuation de diffusion, d'où la nécessité vraiment de prendre toujours les mêmes valeurs de B quand vous suivez un patient. Vous voyez, puisque donc on fait de manière exponentielle de la décroissance de signal. Si vous voulez calculer un AVC à B0, B200, B0, B400 ou B600, la pente sera différente et donc même s'il n'y a pas de changement au sein de tumeur, votre coefficient d'atténuation de diffusion sera différent. Cette approche mono-exponentielle de calcul de coefficient d'atténuation de diffusion, on sait qu'aujourd'hui est fausse, puisque la décroissance de signal est au minimum B exponentielle, en raison de deux composantes à la diffusion ou la diffusion moléculaire vraie et la composante perfusive. Ceci a été bien démontré il y a longtemps maintenant, en 1988, par Denis Le Brillant, avec une formule plus compliquée de décroissance P exponentielle de signal. Grâce à l'acquisition avec plein de valeurs de P qui permet d'échantillonner bien la courbe, vous pouvez calculer d'autres paramètres, des paramètres de diffusion de coefficient de diffusion pure D, mais également des paramètres de perfusion avec le coefficient de diffusion lié à la perfusion D étoile et la fraction de perfusion F. Quelles sont les applications de ces deux méthodes de diffusion dans la réponse tumorale? Eh bien, tout comme la perfusion, il y a deux grands groupes, la prédiction de la réponse et l'évaluation de la réponse tumorale.
Dans le cas de la prédiction de la réponse, ce qu'on sait actuellement, c'est en cas d'ADC plus bas au pré-traitement, cela signe une haute cellularité et en prolifération importante et en général une meilleure réponse après traitement. En effet, quand l'ADC est élevé au pré-traitement, cela signifie en général la présence de nécrose, qui souvent reflète les paramètres d'époxy. Un phénotype plus agressif de la tumeur est souvent une radiochimio-résistance. C'est vraiment une meilleure réponse quand on a un décès bas. Au pré-traitement, cela a été bien démontré dans les métastases hépatiques, dans le cancer du rectum et le cancer du sein. Juste un petit bémol, ce dogme est en fonction du traitement. Il n'y a pas de valable pour les traitements antivasculaires, je dis bien antivasculaires et pas angiogéniques. Ces traitements sont peu utilisés encore actuellement, mais dans ce cadre-là, les tumeurs avec les coefficients d'atténuation de diffusion élevés sont sensibles au traitement et non résistants, comme je vous l'ai dit précédemment. Voici une petite diapo, ce n'est pas exhaustive, résumant les différentes études ayant étudié la valeur prédictive de la diffusion dans la réponse au traitement. On voit dans les métastases hépatiques où il y a 2 études qui ont été publiées qui sont assez consensuelles dans le cancer du rectum. La majorité des études retrouvent une valeur prédictive de la diffusion, mais une étude récente qui est sortie il n'y a pas longtemps dit l'inverse. Donc, à voir dans le cancer du col, les études sont discordantes avec des études qui disent que ça marche, d'autres disent que ça marche pas. Et c'est la même chose pour les cancers ORL. Si on regarde ici les traitements utilisés dans ces différentes études, ce sont que des traitements classiques, chimiothérapie ou radiochimiothérapie, pas de thérapie ciblée. Si on revient à 2 cas sur le cancer du sein, vous voyez 2 études publiées la même année dans Radiologie disait exactement l'inverse. Une étude conclut que la DC pré-traitement était prédictive de réponse et la seconde conclut que la DC pré-traitement n'est pas prédictive de réponse. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette discordance? Eh bien, l'étude de Raphaël Richard, publiée cette année, s'était intéressée à la valeur prédictive de coefficient apparent de diffusion selon le type tumoral. Et vous voyez que dans le sous-groupe expliquer la discordance dans les études précédentes et qui inclut l'ensemble des lésions tumorales. Juste pour conclure, on a une meilleure réponse si le coefficient apparent de division initiale est bas. Et si il est montré dans les métastases hépatiques, dans le cancer du rectum et dans le cancer du sein pour les cancers triple négatifs. La deuxième application de l'IRM division, c'est l'élévation de la réponse au traitement. Globalement, les traitements ainsi anticancéreux entraînent une diminution de la cellularité, soit par mort cellulaire, soit par apoptose, et une apparition de nécrose de coexistence de ces 2 phénomènes qui seraient à l'origine d'une augmentation de la diffusion et donc d'une augmentation de l'ADC. Ceci est démontré dans plein de cancers. Il est aujourd'hui admis qu'une augmentation de l'ADC est un signe de réponse. On peut avoir initialement une baisse de l'ADC dans les premiers jours après le traitement en raison de complément cellulaire qui survient avant la mort cellulaire. En revanche, si vous n'avez pas de variation de l'ADC, en général les patients sont non répondeurs. Ceci a été étudié dans plusieurs cancers, le carcinome hépatocellulaire avec des résultats un peu discordants. Je vais vous montrer dans le cancer du rectum où on est là toujours d'accord, idem dans le cancer du sein, qui le ADC augmente après chimiothérapie et radiochimiothérapie. Le patient répond. Dans le cancer ORL, les résultats sont plus discordants et dans le cancer du col, il y a des tendances, mais les études publiées n'arrivent pas à différencier les répondeurs de non-répondeurs. Et dans le cancer du poumon traité par radiofréquence, on arrive à identifier les répondeurs avec l'IRM de diffusion.
Si vous regardez qu'est-ce que les auteurs ont regardé, est-ce qu'ils ont regardé la variation des paramètres ou le coefficient d'atténuation de diffusion post-traitement? Eh bien, ceci est variable vraiment sont les auteurs avec une petite différence pour l'étude des variations, ce qui apparaît bien sûr évidemment plus pertinent et plus logique. Si on regarde le cas spécifique du carcinome hépatocellulaire, cette revue publiée dans le journal of Hepatology en 2013 reprenait toutes les études, une majorité des études publiées dans le CHC, et on voyait qu'il y avait une augmentation de l'ADC après le traitement. C'est que quel que soit le traitement, chimio-embolisation, radio-embolisation et anti-angiogénique, cependant peu d'études finalement corrélées à la réponse. Il regarde juste sa augmentation après le traitement. Ou c'était trop corrélé à la réponse et corrélé à la réciste. Et comme vous avez pu le voir, réciste est parfois limité, notamment dans ce type de tumeur hypervasculaire. Et vu le type de traitement qu'on utilise, le CHC, cependant, une étude publiée il y a 4 ans avait quand même montré que l'augmentation apparente de vision avait supérieure après chimio-embolisation et tout. Ça, on était plutôt content, mais il y a toujours un mais. Cette étude récente qui vient de sortir, qui regardait l'effet de la radio-embolisation plus ou moins associé au sulfaphénide, on retrouve que finalement il n'y a pas de différence significative pour le coefficient d'atténuation de diffusion entre les patients ayant une nécrose complète et ceux qui n'ont pas de nécrose complète. Donc globalement, sans le carcinome hépatocellulaire, ça semble marcher. Mais on n'est pas sûr dans le cancer du rectum et le cancer du sein. C'est plutôt oui pour les cancers ORL, c'est plutôt oui, mais même s'il y a une étude ancienne qui dit l'inverse, le cancer du côlon du poumon. Il y a une étude de l'équipe de Baïtilouin à l'époque à Saint-Antoine qui retrouvait une corrélation entre la survie globale et la variation de la fraction de perfusion après traitement par sorafenib. Une équipe récente de Mandor qui montre que le CAD ou le coefficient d'atténuation de diffusion pure sont corrélés au pourcentage de nécrose dans les métastases hépatiques de cancer colorectal. Et enfin, cette étude dans le cancer ORL qui montre que la fraction de perfusion pré-traitement plus basse sera un facteur de bon pronostic. Les limites de l'IRM de diffusion, bien, ça manque de standardisation. Et c'est vrai, c'est un problème pour l'IRM de diffusion. Le choix des valeurs de B est très important et n'est pas standardisé. Le nombre des facteurs qui influencent le calcul de l'ADC, le valeur de B, bien sûr, mais aussi les paramètres de votre séquence et le champ magnétique. Vraiment, il faut réaliser tous les examens sur la même machine avec la même séquence. La faible utilisation de l'approche B exponentielle, qui est a priori est plus vraie que l'approche mono exponentielle. Mais pour l'instant, très peu de constructeurs proposent un logiciel post-traitement, ce qui limite bien sûr son utilisation. Et comme pour la perfusion, un défaut de reproductibilité, notamment dans l'imagerie abdominale, en raison des mouvements. Bien, dernière chose, comment mettre vos ROI? Est-ce que vous faites une approche en 2D, 3D? On ne sait pas trop encore. Ça n'a pas été regardé. Y a-t-il un intérêt à faire une analyse histogramme de la coefficient d'atténuation de diffusion plutôt que la valeur moyenne? L'imagerie fonctionnelle, l'imagerie de diffusion et l'imagerie de perfusion a un intérêt dans la prédiction de la réponse, dans l'évaluation de la réponse, et elle doit être intégrée dans une approche multiparamétrique et en complément au bilan morphologique.